mon sujet, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une société est une société innovante et qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir créer des emplois qui seront les emplois de demain. Quelles sont les caractéristiques qui permettent l'émergence de cette dimension d'entreprise innovante. Alors évidemment, il y a tous les enjeux qu'on connaît tous, qui sont avoir un financement qui fonctionne, un système éducatif qui fonctionne, etc. Mais je dirais qu'au cours des travaux que j'ai faits à cet égard, j'ai essayé vraiment de prendre du recul et de comprendre vraiment quels étaient structurellement à ces sociétés les facteurs les plus importants. Je voudrais d'abord qualifier ce qu'on appelle une société innovante. Donc le qualificatif commun, c'est le pourcentage de R&D du PIB que l'on dépense en innovation. Mais c'est un qualificatif qui est très largement remis en cause ces derniers temps parce que des sociétés comme Facebook ou Blablacar, dont on a parlé ce matin, ne sont pas à proprement parler des sociétés innovantes technologiquement. Ce sont des innovations d'usage et qui ne rentrent que difficilement dans le pourcentage de PIB qui caractérise l'innovation. Donc, je retiendrai plus généralement comme sociétés innovantes les sociétés qui permettent l'émergence de start-up en grand nombre et dont, évidemment, ces nouvelles catégories de start-up qui sont les start-up d'usage. À ce titre, je crois que si on cherche à qualifier ça, la société qui réussit à en créer le plus, c'est les États-Unis. Je ne veux pas évidemment faire l'apologie du modèle américain qui, comme chacun sait, a de nombreux travers, mais je voudrais souligner que c'est sans doute le pays qui parvient à faire émerger le plus de ces entreprises de nouvelle génération. Et ce que l'on observe aussi dans l'économie américaine, qui est tout à fait captivant, c'est que contrairement à l'affirmation d'un certain nombre d'économistes, comme M. Phelps, prix Nobel d'économie, eh bien, on assiste actuellement à des gains de productivité sans comparaison dans l'histoire dans ces sociétés. Les États-Unis, entre 2009 et 2011, qui sont les dernières années de statistiques que l'on a, ont eu les gains de productivité les plus importants de toute l'histoire de l'économie moderne que l'on n'a jamais enregistrée, ce qui semble démontrer que ces nouvelles sociétés sont capables d'entraîner réellement nos économies dans un nouveau modèle. Alors, un rapide retour là-dessus sur la France à l'égard de l'innovation. Il faut avoir à l'esprit que la France a été une société extraordinairement innovante entre 1875 à peu près et la Première Guerre mondiale. On a été probablement, les chiffres sont difficiles à trouver à cet égard, mais le premier pays en matière de dépôt de brevets. On est un pays qui a été évidemment très emblématique dans des industries comme le cinéma ou la photographie à cette époque-là. Et puis on a organisé 2 expositions universelles qui ont, c'est inimaginable aujourd'hui, drainé à Paris 45 millions de personnes dans une France qui faisait à peu près 40 millions d'habitants à l'époque. Donc c'est absolument incroyable. Et après, on est rentré dans la deuxième révolution industrielle, à partir de un peu avant 1900, et cette révolution avait accordé moins d'importance à l'innovation. Et je dirais que c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné parce qu'on avait un pouvoir très centralisé. Et puis, nous sommes rentrés, depuis 1980, dans une troisième révolution industrielle où la connaissance est essentielle et où, à nouveau, les bricoleurs, les innovateurs sont au cœur du processus d'innovation. Et je crois que nous avons du mal à nous adapter à cette révolution parce que ce qui a bien fonctionné au cours du XXe siècle, un pouvoir extrêmement jacobin, centralisé, colbertiste, n'est plus approprié pour l'émergence de cette nouvelle dimension de l'innovation. Il y a évidemment tout un tas d'éléments qu'il faut favoriser pour faire en sorte que ces innovateurs fonctionnent. Et je crois que l'un d'entre eux, c'est l'acceptation de l'échec. J'aime beaucoup cette affirmation de Thomas Edison à l'égard des 10 000 ampoules qu'il a créées qui n'ont pas fonctionné. Il dit « Je n'ai pas failli, j'ai simplement expérimenté
10 000 inventions qui n'ont pas marché. Et c'est tout à fait fantastique parce que je crois qu'en soi, c'est une façon de montrer que l'échec n'existe pas, mais que l'échec est totalement consubstantiel du processus innovant. Alors, en France, je pense que nous avons un problème avec, c'est commun de le dire, la notion d'échec. La sacralisation du pouvoir, on est dans une société néo-monarchiste, et le fait que nous ayons d'une certaine manière une volonté de mettre sur un piédestal les sachants, au travers de notre système éducatif, fait qu'évidemment, on a peur de faillir, on a peur de l'échec, et d'une certaine manière, on organise la société pour faire en sorte qu'il y ait d'un côté les sachants et de l'autre les manants. J'en veux pour preuve le pouvoir institutionnel. On est le seul pays au monde qui a 630 000 élus pour 60 millions d'habitants. Ça n'existe pas ailleurs. Cette proportion est absolument inexistante ailleurs. On est également le pays qui a le droit le plus complexe qui soit. Le droit du travail n'a pas d'équivalent dans aucun autre pays. Et en conséquence de quoi, on fait tout pour que les citoyens n'aient pas voix au chapitre et soient des mineurs perpétuels. Seuls les corps constitués ont une valeur dans l'expression de la société et l'objectif de l'organisation de nos sociétés consiste à neutraliser les initiatives individuelles ou venant de la société civile. Et je crois que c'est un enjeu sur lequel il faut que notre pays s'interpelle et réfléchisse dès à présent. Cette tétanie collective doit être dépassée. Nous avons finalement créé une société, et on le dit souvent, qui est une société de la défiance. Et les facteurs essentiels à l'acceptation de l'échec, à la prise de risque, sont évidemment la capacité, collectivement ou individuellement, d'arriver à travailler ensemble et d'avoir confiance ensemble. Et je crois que les sociétés innovantes, ce sont ces sociétés-là. Ce sont les sociétés qui arrivent à créer de la confiance, dont le processus éducatif crée de la confiance et qui fait en sorte que les enfants ne soient pas ces enfants français dont 75% vont à l'école avec la boule au ventre au moins une fois par semaine. Voilà l'enjeu et c'est ce point-là qui finalement, pour parler de l'innovation, que je veux pointer. Je crois que nous devons réussir à créer un processus éducatif qui fait en sorte que les enfants apprennent à travailler ensemble. Je rappelle qu'en Finlande, le CP n'est pas consacré à compter, à apprendre à compter ou à lire. Il est consacré à l'empathie et au fait d'apprendre à collaborer. C'est une année qui est perdue, au sens français du terme, pour apprendre à collaborer, pour apprendre à travailler ensemble. Et je crois que cette notion est absolument fondamentale. Donc je voudrais terminer en vous disant que pour moi, il y a 3 choses qui sont importantes, et d'ailleurs que l'une d'entre elles existe dans le système américain, cette notion d'empathie, de collaboration, même si le système éducatif n'est pas au meilleur de sa forme aux États-Unis, on peut lui reconnaître au moins cette capacité-là. Donc cette première chose, c'est la capacité à créer de l'empathie. La deuxième, c'est dans une société où l'innovation de rupture va devenir la norme, c'est le bricolage. C'est le fait que la notion de bricolage fait intrinsèquement partie du processus innovant. Les gens qui sont dans mon domaine ne sont pas des gens qui font la physique quantique, ce sont des gens qui rassemblent des morceaux de technologie pour inventer des nouveaux procédés. Elon Musk, qui est sans doute l'un des plus gros innovateurs de notre temps, celui qui a inventé PayPal, envoie des fusées dans l'espace et invente la voiture de demain électrique et de même est le plus gros exploitant d'énergie solaire aux États-Unis. Eh bien, ce monsieur, c'est un bricoleur. Donc nous devons apprendre à bricoler. Et puis la troisième chose, il nous faut une réforme institutionnelle forte. Nous avons besoin de donner du pouvoir à la société civile. C'est fondamental. Il faut qu'on quitte ce modèle qui nous enserre et nous tue. Et il y a la nécessité d'une réforme institutionnelle d'ampleur pour faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes, des manants, parviennent à montrer toutes les dimensions de l'innovation et les exprimer dans le futur. Je vous remercie.